Est-ce que tu as un immeuble locatif détenu personnellement et une hypothèque sur ta résidence principale? Ou est-ce que tu es travailleur autonome, non incorporé avec une maison aussi et une hypothèque personnelle sur ta résidence principale? Si tu es dans une de ces deux situations-là ou si tu t'apprêtes à le devenir, l'épisode d'aujourd'hui pourrait t'intéresser parce qu'on va parler d'optimisation grâce à la MAPA et à la MAPAL. Restez à l'écoute. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors, oui, l'idée aujourd'hui, c'est de parler des deux situations là, que j'ai mentionnées en introduction, c'est-à-dire, est-ce que vous avez un immeuble détenu personnellement, un immeuble locatif, duplex, triplex, quadruplex, qui va chercher du revenu de loyer. La deuxième situation où la mise à part de l'argent peut s'appliquer, c'est lorsqu'on est travailleur autonome, mais non incorporé, c'est-à-dire qu'on est une entreprise individuelle, on déclare annuellement dans nos déclarations fiscales un revenu d'entreprise brut, des dépenses, puis un revenu d'entreprise net. Donc, dans ces situations-là, on peut aller optimiser notre situation si on a une hypothèque coûteuse sur notre résidence principale. Il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire en modifiant les flux de trésorerie, on peut venir optimiser fiscalement notre situation. OK? Il y a beaucoup de travailleurs autonomes, donc justement non incorporés, puis beaucoup de personnes qui détiennent des plex au personnel qui auraient avantage à mettre ça en place. C'est de l'argent qu'on peut aller chercher pratiquement gratuitement là, si on décide de mettre en place ces optimisations-là. La mise à part de l'argent, à la base, c'est assez simple. C'est qu'on veut séparer nos dettes, on veut séparer nos prêts pour isoler l'argent qui sert à un but pour faire de l'argent. Donc, un but pour investir. Lorsqu'on emprunte, puis que cet argent-là sert à un investissement, sert par exemple à payer des dépenses sur un immeuble locatif, eh bien ce prêt-là, on peut demander des charges d'intérêt, on peut passer ça comme une dépense. Ce que l'ARC, puis Revenu Québec nous disent, c'est que l'intérêt est déductible si l'argent emprunté sert à gagner un revenu et qu'on peut démontrer la traçabilité. OK? C'est un revenu imposable en passant. Ça ne fonctionne pas là, quand on investit, par exemple, dans notre CELI, dans notre REER, on ne peut pas là, déduire l'intérêt dans ces cas-là ou lorsque c'est un projet où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de revenus possibles qui découlent de ce projet-là. Alors, l'intérêt n'est pas déductible à ce moment-là, mais dans le cas justement d'un immeuble locatif ou dans le cas d'un travailleur autonome, bien là, ça, c'est deux situations qui fonctionnent. Donc, l'idée, c'est qu'on paye de l'intérêt quand même assez coûteux sur notre résidence principale parce que cet intérêt-là, le prêt qu'on a utilisé pour acheter notre résidence principale, c'est de l'intérêt qui est non déductible. On peut pas passer ça comme une dépense au personnel, on n'a pas le droit, mais on peut grâce à une hypothèque réavançable, grâce à la mise en œuvre de ces stratégies-là, on peut transformer notre prêt hypothécaire en prêt qui est déductible d'impôt grâce à la MAPAL. OK? Par exemple, si tu empruntes 100 000 pour investir dans un compte non enregistré, ça, c'est déductible. Si tu empruntes 100 000 pour acheter une voiture, ça, c'est non déductible. Si tu empruntes 100 000 pour faire des rénovations dans ta maison où tu habites, ta résidence principale ou ton chalet où est-ce que c'est propriétaire occupant, ça, c'est non déductible. Si tu empruntes pour voyager, c'est non déductible. Mais sur la même hypothèque, si tu fais une tranche où, par exemple, tu empruntes pour un immeuble, pour payer les dépenses d'un immeuble à revenu, ou tu empruntes pour payer les dépenses d'un travail autonome, dans ces situations-là, l'emprunt, l'intérêt devient déductible d'impôt. Okay? C'est l'usage qui compte. Okay? C'est pas le type d'immeuble auquel la dette est adossée, c'est pas le type de prêt, si c'est un marge, si c'est un prêt, c'est pas le type de prêt hypothécaire versus prêt personnel, c'est pas le type de prêt qui compte, c'est pas le prêteur non plus qui compte, c'est vraiment l'usage.
OK, évidemment, il va y avoir des prêteurs et des types de prêts qui vont s'apprêter mieux à faire ces stratégies-là, mais en bout de ligne, c'est vraiment l'utilisation des fonds qui compte. Okay, concrètement, on va parler premièrement du cas où est-ce qu'on fait la MAPA, qu'on est travailleur autonome. Donc, supposons qu'on ne met pas en place une MAPA, qu'on est travailleur autonome. Qu'est-ce qui se passe avec nos flux de trésorerie? Bien, on a un revenu d'entreprise de travailleur autonome, donc on reçoit de l'argent de nos clients qui rentrent dans un compte. Ensuite, du même compte, peut-être qu'on va payer les dépenses de cette entreprise-là. Notre compte de téléphone, peut-être notre compte, notre location de voiture liée à notre entreprise ou toutes les dépenses, si on a un loyer, si on a un local, peut-être que ça fait partie de nos dépenses d'entreprise, de travailleurs autonomes, etc. Donc, tout ça va partir du même compte d'où on reçoit les revenus. OK, ça, c'est le cas typique. Puis, au personnel, on a peut-être une hypothèque sur notre résidence principale. Bien, ça va être avec les profits, dans le fond, de l'entreprise. Éventuellement, on va payer l'impôt là-dessus. Puis là, ce qui va rester, ça va être l'argent qui va être pris pour payer les paiements hypothécaires réguliers de notre hypothèque, de notre résidence principale, parce que cette dette-là, on va la payer avec de l'argent après impôt. On n'a pas le choix. Donc ça, c'est le cas typique sans la stratégie MAPA. Maintenant, à quoi ça pourrait ressembler si on met la stratégie MAPA là-dedans? OK? Bien, premièrement, même chose, on va recevoir des revenus de nos clients. Peut-être la différence, c'est qu'on ne va pas le déposer tout de suite dans le même compte où est-ce que les dépenses de l'entreprise sont faites. OK? On va rediriger les flux de trésorerie. C'est ça qu'on veut dire. OK? Donc, en bout de ligne, là, ça ne changera pas l'argent qu'on fait, les clients, ça ne va pas rendre rentable, par exemple, une entreprise qui est déficitaire. OK? Si notre entreprise est déficitaire, si on ne fait pas plus d'argent que de dépenses, ça va faire la MAPA ne va pas venir nous aider. Là, OK? On veut améliorer une situation qui fonctionne déjà, mais on veut aller économiser un peu plus d'argent. Donc, avec la MAPA, ce qu'on va faire, c'est que oui, on va recevoir des revenus de nos clients, on va peut-être les déposer dans un autre compte. Puis, on va regarder justement combien qu'on a de dépenses à peu près. Puis, à la hauteur de nos dépenses d'entreprise, on va venir rembourser notre hypothèque principale avec ce montant-là et on va venir réemprunter à côté. On va transformer notre dette en dette qui est déductible pour justement payer nos dépenses d'entreprise. OK? Ça demande une certaine planification, une redirection des flux de trésorerie, mais ça c'est clé, OK? Parce que ça va faire en sorte que notre intérêt sur notre résidence principale, qui est peut-être quoi, du 4 du 5 on paye le plein montant là, avec l'argent après impôt, bien, suite à cette manipulation-là, à cette stratégie-là, éventuellement, on va se retrouver avec un prêt où est-ce que notre intérêt de 5 on peut le déduire de nos dépenses d'entreprise. OK? Donc, on va le payer en réalité avec de l'argent avant impôt. OK? Puis là, on va aller chercher, dépendamment de notre taux marginal d'imposition, on peut aller chercher 20, 25, 30 c'est de l'argent gratuit là, sur notre taux d'intérêt. Tu sais, on peut venir réduire notre intérêt payé de l'impôt, dans le fond, qu'on paye sur nos revenus. Avec la MAPA, ce qui va arriver, c'est qu'on va justement rembourser l'hypothèque non déductible, on va venir réemprunter, payer nos dépenses avec l'emprunt, puis éventuellement, on va avoir sur notre résidence principale une dette qui est complètement déductible d'impôt parce que ce prêt-là a servi aux dépenses de notre entreprise. OK? Puis là, après ça, il y a d'autres stratégies qu'on peut faire, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on décide de rembourser cette dette-là? En tout cas, ça l'amène d'autres possibilités, mais en bout de ligne, on paye moins cher pour notre hypothèque. OK? On n'est pas bloqué. On peut toujours changer de prêteur. Il n'y a pas de restriction en tant que telle. C'est juste qu'on a redirigé les flux de trésorerie. Puis maintenant, au lieu d'avoir une dette qui est non déductible, qui coûte plein prix avec de l'argent après impôt, on a une dette qui va coûter moins cher parce qu'on va pouvoir la payer avec des revenus avant impôt. Ça, c'est pour la MAPA. Donc ça, c'était pour le cas où est-ce qu'on est travailleur autonome, qu'on a une entreprise qui est non incorporée. OK, donc au personnel, si on a une entreprise incorporée, on ne peut pas tout à fait le faire de cette façon-là. Il faut faire un prêt entre nous et notre entreprise. Puis en tout cas, il y a des choses qui peuvent être faites. Mais le cas typique là, de la MAPA, on va se concentrer ici sur le fait de quelqu'un qui est un travailleur autonome non incorporé. Ensuite, deuxième cas, on va expliquer la MAPAL. Donc, encore là, je vous fais le cas sans MAPAL. Donc, la majorité des gens qui ont un immeuble locatif, ça va fonctionner comme ça, le sans MAPAL. On va recevoir les revenus de loyer de notre immeuble locatif dans un compte
séparée où est-ce qu'on a aussi les dépenses de ce fameux immeuble locatif-là. Donc, on va payer les taxes, les frais, on va payer de l'hypothèque, qui est la plus grosse dépense souvent sur notre immeuble locatif. Et puis, on va payer de l'impôt sur le profit. Évidemment, bon, avec notre comptable, on peut peut-être faire des amortissements, etc., pour optimiser l'impôt. Puis notre paiement hypothécaire régulier sur notre maison, pendant ce temps-là, on va peut-être le payer avec notre salaire après impôt. On va peut-être le payer, peut-être même avec les profits de ce qu'on fait sur notre immeuble locatif, mais ça va être avec l'argent après impôt. Bon. Maintenant, si on met la MAPAL en place, OK, la mise à part de l'argent locatif, OK, on va changer un petit peu les flux de trésorerie. Donc, nos revenus de loyer de notre immeuble locatif ou de nos immeubles locatifs, on va les déposer, au lieu de les déposer dans le même compte où est-ce que on a nos dépenses de revenus locatifs, on va le déposer dans notre compte personnel. On va le déposer ou dans un autre compte. OK? L'important, c'est qu'il ne faut pas que ce soit le même compte. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va rembourser à la hauteur des dépenses qu'on a pour notre immeuble locatif. On va rembourser notre hypothèque qui est non déductible, l'hypothèque sur notre résidence principale, et on va réemprunter ensuite à côté sur une marge hypothécaire à la même hauteur pour que notre endettement sur notre résidence principale reste le même. C'est juste que notre dette se transforme. Maintenant, on va utiliser ça pour payer les dépenses de notre immeuble locatif. Puis on fait ça à chaque mois, à chaque fois qu'on a des dépenses, à chaque fois qu'on a des revenus, on change un petit peu les flux de trésorerie pour que notre dette se transforme progressivement. Et puis, encore là, même résultat qu'avec la MAPA, c'est-à-dire à la fin, on se retrouve avec une dette qui est complètement utilisée pour payer les dépenses de notre immeuble locatif au lieu d'avoir une dette qui a servi à l'achat de notre résidence principale qui est non déductible. Donc, on transforme notre dette non déductible en dette qui est déductible. OK? Puis là, on va pouvoir payer ça avec de l'argent avant impôt. Entre les deux situations, c'est de l'argent gratuit qu'on peut aller chercher grâce à justement une redirection des flux de trésorerie. Ça prend un petit peu plus de structure. Il faut changer juste notre façon de faire. Il faut savoir comment. Il faut évidemment garder une bonne traçabilité. Tout ça est clé parce que lorsqu'on va faire les demandes de charges d'intérêt, on va devoir arriver avec la bonne documentation. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne structure en place. Mais une fois qu'on a ça, on va chercher, on est optimisé côté, on a utilisé la MAPAL pour optimiser notre situation financière. Fait que je vous répète là, que ces deux stratégies-là, ça ne va pas corriger le fait qu'un immeuble locatif n'est pas rentable. OK? Il faut, à la base, là, si notre immeuble locatif il est déficitaire puis qu'on a besoin de sortir de l'argent de nos poches pour le payer parce que les loyers ne couvrent pas toutes les dépenses, la MAPAL ne va pas venir corriger cette situation-là. Fait que notre investissement, il faut quand même qu'il soit rentable. C'est pas c'est pas grave, je vais acheter un immeuble qui n'est pas rentable, je vais faire la MAPAL. C'est pas ça. Là, OK? Ça ne marche pas comme ça. On va optimiser une situation qui est correcte. Là, mais ça ne vient pas justifier des mauvais investissements là, de faire cette stratégie-là. Il y en a aussi qui peuvent se demander, mais est-ce que je peux faire la MAPAL sur l'hypothèque de l'immeuble locatif? L'hypothèque là, de l'immeuble locatif, normalement, est déjà 100% déductible, à moins qu'on ait refinancé, puis qu'on soit allé utiliser les fonds pour des besoins personnels qui sont non déductibles. À ce moment-là, oui, on peut faire la MAPAL aussi sur notre immeuble locatif, mais en général, si 100% de notre hypothèque a servi à l'achat de la propriété ou a servi à des dépenses pour l'immeuble locatif en tant que tel, la stratégie, ça va être de conserver cette dette-là, l'étaler sur le plus long amortissement pendant qu'on paye notre dette qui est plus coûteuse sur notre résidence principale, qui est non déductible. On va payer toutes nos dettes non déductibles avant de payer une dette qui est déductible d'impôt. Okay? Ça va être ça la stratégie. Puis là, la question, des fois que les gens mêlent un peu là-dedans, mais si je veux prendre l'équité, moi, de mon immeuble locatif pour faire d'autres choses, ça peut se faire aussi. On peut effectivement refinancer, emprunter pour aller investir, acheter un autre immeuble, aller investir sur les marchés financiers.
Puis oui, c'est une mise à part de l'argent dans le sens que, tu sais, on sépare l'argent. Mais ici, là, la stratégie dont je parle, c'est vraiment l'idée comme telle que je vous l'ai décrite. OK? C'est-à-dire, on a sa résidence principale, son hypothèque, puis on a un immeuble locatif, on a des revenus et des dépenses. Puis on va utiliser le fait qu'on va emprunter pour payer les dépenses pour transformer une dette existante non déductible. Ensuite, c'est quoi le meilleur moment là, pour mettre ça en place? OK, une MAPA, une MAPAL, bien, ça va être peut-être à l'achat de sa résidence principale. Lorsqu'on change de résidence principale, qu'on veut l'acheter, on n'aura peut-être pas le choix d'utiliser une dette non déductible pour acheter notre nouvelle propriété. Bien, ça pourrait être à ce moment-là. Sinon, ça va être au renouvellement de notre résidence principale, ou lorsqu'on a quelques dettes qu'on veut consolider puis qu'on veut refinancer. À ce moment-là, on n'est peut-être pas obligé d'attendre au renouvellement, peut-être que payer la pénalité puis de le faire avant la fin de notre terme peut être avantageux, parce que là, on combine consolidation de dette, on combine mise en place d'une stratégie, peut-être que ça vaut la peine à ce moment-là de payer la pénalité, mais typiquement, on va le faire entre deux termes. On va attendre d'arriver au renouvellement pour ne pas avoir à payer la pénalité, ou on va le faire à l'achat. À ce moment-là, il n'y a pas de pénalité. C'est juste qu'il faut y penser d'avance. À l'achat, il y a beaucoup de choses auxquels on doit penser. Donc, souvent, puis il y a des délais là, pour obtenir le financement. Souvent, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va penser à mettre cette stratégie-là en place. C'est pour ça que je dis au renouvellement. Au renouvellement, c'est un très bon moment. Qu'est-ce qui arrive lorsque la dette est complètement convertie? Bien là, on a plusieurs options. On peut décider de commencer à rembourser carrément, amener ça à zéro. On peut décider de la maintenir pour peut-être investir sur les marchés financiers long terme. Tu sais, il faut penser que notre dette, elle reste déductible tant qu'on possède le placement qui est lié. Tu sais, notre dette est liée à une utilisation. Tu sais, lorsqu'on va faire les déductions d'intérêt sur nos revenus, puis que si jamais on se fait vérifier, le fisc va vouloir avoir un lien entre notre dette puis l'utilisation. OK? Donc, si on décide de vendre notre immeuble locatif, par exemple, puis qu'on n'a plus d'immeuble locatif, bien, notre dette, techniquement, elle va redevenir une dette personnelle. OK? Il doit toujours y avoir un lien. Donc, on peut décider de peut-être retransformer notre dette pour la remettre contre un autre actif. On pourrait décider de la retransformer vers nos placements, par exemple. En tout cas, il y a plein de stratégies comme ça qu'on peut faire. Ça va dépendre des décisions. C'est pour ça que c'est une bonne idée d'avoir des conseils par rapport à tout ça. On va vouloir la bonne hypothèque. On va vouloir une hypothèque qui est flexible. Pour faire ça, on va vouloir peut-être la Cadillac des hypothèques, type d'hypothèque que j'ai déjà mentionné. Puis on va avoir besoin de la bonne structure de compte aussi, OK? Ça, c'est les professionnels en Manœuvre Smith, MAPA, MAPAL vont pouvoir vous aider à avoir la bonne structure de compte hypothécaire, compte bancaire en place. Puis, on va aller jusqu'à l'accompagnement sur à quel moment bouger l'argent, puis comment rembourser, anticiper comment réemprunter, puis comment garder tout ça clean. Toujours pour mettre les chances de notre côté lorsqu'on va se faire vérifier pour nos déductions d'intérêt. En résumé, si vous êtes dans une de ces situations-là, vous laissez peut-être de l'argent sur la table. T'sais, est-ce que ça vaut la peine de justement prendre un peu de temps puis mettre ces stratégies fiscales-là en place dans vos situations? Bien, il y a une façon de le savoir. On peut faire une rencontre, sortir la calculatrice puis faire des projections. On peut regarder à quoi ça pourrait ressembler de mettre en place une telle stratégie dans votre situation. Dans mon cas, je suis courtier hypothécaire, évidemment. Je fournis l'accompagnement MAPA, MAPAL lorsque quelqu'un transfère son hypothèque grâce à mes services. Donc, lorsqu'on va justement au renouvellement transféré, qu'on va peut-être aller chercher la Cadillac des hypothèques ou qu'on va aller chercher l'hypothèque avec peut-être un autre prêteur qui aussi fonctionne, qu'on est capable de faire la MAPA, la MAPAL, moi, je fournis l'accompagnement. OK? Quand quelqu'un prend mes services de courtage hypothécaire lorsqu'on fait un refinancement ensemble, tout ça, c'est inclus. On peut faire la calculatrice en premier pour voir la rentabilité potentielle. Puis, je fournis l'accompagnement, les rapports, on fait des séances qu'on a de besoin. Le temps de tout mettre ça en place correctement, c'est un accompagnement, en passant, qui vaut
Il y a des courtiers hypothécaires à l'extérieur du Québec, ailleurs au Canada, qui vont charger 2, 3, 4 000 $. En plus de faire l'hypothèque, ils vont charger un frais extra pour cet accompagnement-là. Même au Québec aussi, il y a des courtiers hypothécaires qui vont charger extra pour faire ça. Dans mon cas, si vous faites vos hypothèques avec moi, ça va me faire plaisir là, de fournir l'accompagnement. Je suis en lien avec les professionnels accrédités Manœuvre Smith. Donc, s'il y a des questions plus pointues, parce qu'il peut y avoir beaucoup de situations qui peuvent demander une question spécifique, là, peut-être à quelqu'un qui connaît bien la loi. Donc, grâce à mes liens étant donné que je suis accrédité, j'ai accès à tout plein de ressources. On va trouver les réponses, on va trouver la bonne réponse à vos questions, puis la bonne structure à mettre en place dans votre situation précise. Voilà, c'est tout. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui, donc si vous étiez dans une situation d'immeuble locatif, résidence principale avec hypothèque, donc si c'est votre cas, j'espère que j'ai aidé à vous donner plus d'informations, de lumière, de compréhension, parce que c'est mon rôle aussi. Ça vient gratuitement lorsque justement on utilise mes services. Je fais l'éducation. Tu sais, je m'assure qu'on comprend bien ce qu'on est en train de faire. En plus d'avoir la mise en œuvre, le conseil pour tout mettre ça en place, on va y aller beaucoup avec l'éducation. Puis, on avance avec confiance, dans nos projets d'immeubles locatifs, puis ou de travail autonome, sachant qu'on est bien optimisé, puis qu'on utilise l'endettement, qu'on se dirige vers l'indépendance financière. Tu sais, c'est ça le but ultime, là, c'est de s'en aller vers l'indépendance financière. Peut-être ne plus avoir aucune dette, ou en tout cas aucune dette où est-ce qu'on a besoin de travailler pour payer le paiement. T'sais. Tout ça, la MAPA, ça s'inscrit très bien dans une stratégie d'intérêt déductible. Vous écouterez le podcast précédent que j'ai enregistré, l'épisode numéro 140, où est-ce que je vous parle de la stratégie de l'intérêt déductible. C'est une stratégie qui nous donne une façon de décider si on utilise l'endettement ou pas, puis ça nous met un cadre sur la façon d'utiliser l'endettement et l'effet de levier. OK? On va dire de ne pas utiliser l'endettement pour sa consommation, avec l'exception de l'achat de la première propriété. Puis après ça, on va essayer de se limiter à ça en termes d'intérêt non déductible, en termes de prêts non déductibles. Puis après ça, on va aller vers des prêts qui sont déductibles d'impôt. Bien, la MAPA, c'est déductible à 100%. Ça rentre pile dans cette stratégie-là. Donc voilà, on se dirige avec ça vers l'indépendance financière, vers plus de liberté, vers la paix financière, vers la richesse et peut-être on prend notre retraite plus tôt, peut-être on a d'autres projets, on peut devenir extrêmement généreux, aider nos proches, sécuriser l'avenir de notre famille. C'est de ça dont il est question ici sur indépendance financière et hypothèque. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!